Août 1918. Les Allemands se rendent par dizaines de milliers. Pour les besoins de la propagande, les soldats du Reich sourient. Mais derrière ces sourires de façade se cache une réalité. Les Allemands ont faim. Leur pays ne tient plus. Plus assez d'ouvriers, plus assez d'argent, plus assez de pain pour alimenter l'effort de guerre. En ce mois d'août 1918, ce n'est pas l'armée française qui est en train de l'emporter, mais le pays tout entier. L'arrière, ses ressources, ses bras et sa volonté. Ce que les Français, et avec eux tous les Européens viennent de vivre, c'est une guerre totale, une guerre d'usure. Une guerre de celle qui ne se gagne plus sur le front, mais à l'arrière. Chacun à son poste. Les ouvrières dans les usines, les infirmières dans leur formation sanitaire, les ingénieurs sur leur table de travail et les députés dans les commissions parlementaires. La France en guerre, c'est la foule innombrable des sans-grades, des obscurs, des anonymes. Voici l'histoire de ces Français de l'arrière qui ont aussi gagné la guerre. Quatre ans plus tôt, tout a commencé par un son. Le même son, au même moment dans toute la France, le 1er août 1914. De groupe en groupe, on s'interpelle. Les hommes s'agitent et regardent le clocher. C'est le tocsin. Le même jour, vers 16h30, la stupéfaction saisit les habitants du Nord. La vie semble suspendue, comme devant un orage imminent. Une vieille paysanne de Ploermel murmure. Voilà le glas de Nougat qui sonne. Dans une France majoritairement rurale, on est alors en pleine moisson. Cette France qui travaille d'arrache-pied jusqu'au coucher du soleil, lit peu les journaux et ne s'intéresse pas aux tensions balkaniques. Elle redoute plutôt l'orage qui menace, la pluie qui risque de compromettre le fauchage du blé, la grêle qui peut ruiner les récoltes en quelques minutes. Alors, quand les cloches se mettent à sonner à toute volée, la plupart se méprennent. À Sablé dans le Vaucluse, l'instituteur raconte. En entendant le tocsin, beaucoup de personnes habitant les fermes ou travaillant aux champs croient qu'on signale un incendie. Or, il n'y a pas d'incendie. Plutôt si. Mais il va ravager toute l'Europe. À Mende, préfecture d'une Lozère paysanne et peu peuplée, c'est son maire, Émile Joly, qui fait sonner l'alerte. Je reçus l'ordre de mobilisation générale et fis immédiatement sonner le tocsin. La guerre, à laquelle chacun pensait, sans toutefois oser y croire, éclatait au moment où elle paraissait la moins certaine.
La guerre éclate. Le pays n'est pas prêt. Il faut partir. Pour certains, c'est la première fois. Ils laissent derrière eux un coin de terre, un village, une famille. Paris devient le cœur militaire du pays. Là où se déversent en grappe ces hommes ahuris. Excités par le voyage et la nouveauté, certains voient la ville pour la première fois. Ils s'étonnent de son vacarme et de ses odeurs, un peu effrayés par ce brouhaha, et malgré tout bien séduits par le mouvement des femmes qui les regardent, toutes attendries. Quand ils montent à la gare, la foule les accompagne, les applaudit. On les couvre de fleurs et l'on place des petits bouquets ou des drapeaux dans les canons des fusils. Et l'on se rassure en se disant que ça ne durera pas. Issue de la bourgeoisie lyonnaise, Louise Veil, âgée de 13 ans, est témoin de la mobilisation. Dans son journal intime, elle écrit « Aujourd'hui, je viens de voir passer 40 volontaires qui partaient avec des fleurs à leurs fusils. Les pauvres gens, ils vont se faire tuer volontairement. Les Lyonnais sont fous de joie. Ils partent dans des wagons recouverts d'inscriptions. Train de plaisir pour Berlin. On va couper les moustaches à Guillaume. Dans quelques semaines, c'est sûr, ils reviendront vainqueurs. Et puis la guerre, c'est une aventure. L'occasion de voir du pays. De se payer des vacances aux frais de l'Allemagne. De vivre quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Ils partent pour un été, riant, enthousiastes, et la peur au ventre. Très vite, il faut canaliser ces Normands, ces Bretons, ces Marseillais, en attendant de les acheminer jusqu'au front. Tu vas voir si on va les esquinter, ces salboches. On sera de retour pour les vendanges, affirme le cartonnier Xavier Chaïla. C'est à celui qui a la plus forte voix. Hippolyte Bougot, lui, ne fait pas le fier. Il pense à sa femme, Félicie, qui l'attend à Saint-Aubin dans le Jura. Mariée depuis seulement 2 ans et enceinte de leur 2e enfant, Félicie s'inquiète plus des risques d'angine que de la guerre. Mon bien cher Bougot, je t'ai acheté un chandail, ton gilet étant trop lourd sans être plus chaud. Et j'ai préféré à un tricot beige parce que ceci ne ferme pas sous la gorge comme tu y es encore sensible. Jusqu'ici, Félicie secondait son mari dans l'exploitation de la ferme familiale. Que va-t-elle devenir dès lors que son mari est parti au front? Pour les familles restées à l'arrière, le Parlement vote une allocation journalière. Pour Hippolyte et Félicie Bougot, cette modeste somme est une aubaine.
J'ai joint à ma lettre une rognure de journal pour que tu fasses une demande d'allocation pendant mon séjour ici. Et tu dois toucher depuis mon départ pour toi et pour Marie-Louise une somme de 1,75 franc ou 2 francs par jour. Ce sera une des dernières lois qu'adopte ce Parlement, avant de suspendre ses séances. Le 5 août, les députés proclament l'état de siège. Votent à l'unanimité les crédits militaires, la censure de la presse et même celle du courrier. Ils taisent leurs querelles de parti et remettent les pleins pouvoirs au nouveau chef du pays, le général Joffre. Abel Ferry, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, se méfie d'une possible dictature militaire. Neveu et héritier spirituel de Jules Ferry, il démissionne du gouvernement pour pouvoir se battre aux côtés de ses compatriotes. Et l'ultime message de ce patriote est pour sa femme, Hélène, qui est alsacienne. Je ne suis plus qu'un petit sous-lieutenant, loin des responsabilités. J'aime en toi l'Alsace. Nous leur reprendrons ta terre, et sache ceci, c'est que dussé j'y rester, je mourrai content si mes os en pourrissant font de la terre française. Je te rapporterai l'Alsace dans ma musette. Une fois les derniers chants éteints et les hommes partis, c'est le silence qui prédomine. Plus de métro ni de tramway. Les boutiques sont fermées. Plus de cinéma. Plus de théâtre. Étrange ambiance dans les villes. Les hommes en âge de porter les armes ont disparu. Et il semble que la vie s'est arrêtée, ou tourne au ralenti. À l'arrière, on ne sait rien ou presque du front. C'est le silence radio sur les opérations. Une sourde angoisse commence à monter parmi la population. Une vague d'espionnite saisit la France. On chasse l'espion comme on chasse ses peurs. À Lyon, l'adolescente Louise Veil écrit « Nous avons vu arrêter une espionne, 41 rue Victor Hugo. La femme criait, entraînée par le colonel de gendarmerie. La foule a pu arriver jusque vers elle. » Partout, les passions mauvaises se déchaînent. Dans les régions enclavées du Lot, de Lozère, de Corrèze ou d'Aveyron, où les automobiles sont rares, les voitures que l'on voit passer à plein régime soulèvent des inquiétudes. Les rumeurs les plus folles circulent. Dans les villes, on traque l'allemand jusque dans le vocabulaire. Les cafés ne servent plus les cafés viennois, mais liégeois. Malheur aux magasins désignés comme tenus par des sujets ennemis. Les pauvres brasseries alsaciennes de Paris sont dévastées parce que les noms Pschorr ou Zimmer résonnent mal aux oreilles françaises. Ailleurs, ce sont des hôtels qui sont pillés, des boutiques de meubles. Le tout sans intervention de la police. Pour éviter une telle infortune, les commerces se couvrent d'affiches et d'inscriptions. Une des principales victimes du déchaînement de l'espionnite, c'est le bouillon cube. Cette soupe concentrée a le tort d'être orthographiée avec un K, lourd et grossier, comme tout ce qui vient d'Allemagne. Le maire de Mende, Émile Joly, est contraint de prendre des mesures. J'ai reçu l'ordre de faire enlever toutes les plaques et affiches du bouillon cube qui se trouvent dans la commune. Ces plaques et affiches métalliques constituent par la diversité de leurs formes une œuvre d'espionnage destinée à renseigner les avions.
La nervosité est d'autant plus grande que la censure laisse les Français dans l'incertitude. Que deviennent leurs frères, leurs fils, leurs maris? Dans sa ville, Émile Joly ressent ses inquiétudes. Les parents de nos soldats, persuadés que le maire devait savoir, et même savaient, me demandaient, me suppliaient de leur faire connaître la vérité. Tous restaient sceptiques et me quittaient une flamme mauvaise dans le regard quand je leur répondais que, comme eux, j'ignorais tout. Et cependant, moi aussi, je désirais savoir, car mon fils, alors sergent au 81e, était dans la mêlée. Et nous ne savions rien. Nous étions sans nouvelles. Quatre semaines durant, le secret est gardé sur les batailles qui se déroulent aux frontières. La jeune Lyonnaise écrit. On attend une grande bataille en Belgique. Il n'y a rien d'extraordinaire que des escarmouches. Je n'aurais jamais cru que quelques jours de paix soient aussi monotones. Pourtant, 27 000 hommes sont tués en une seule journée dans les Ardennes belges. La propagande fonctionne si bien que c'est la stupeur quand les Français voient arriver les premiers réfugiés et comprennent ainsi que le nord du pays est envahi. La peur se répand parmi la population. Le préfet de la Meuse se rend à Verdun, au chevet de blessés, pour veiller à leur évacuation. Il témoigne. J'ai été frappé par un spectacle très impressionnant. Celui de l'exode des populations, qui fuient les régions dévastées par l'occupation allemande, où il n'est que pillage, vol et incendie. Hippolyte Bougot, le mari de Félicie, est particulièrement touché par les populations rurales prises dans les combats. Tu ne peux pas imaginer la triste impression que font tous ces réfugiés. Les uns avec quelques matelas et quelques provisions sur une voiture, les autres avec ce qu'ils ont de meilleur comme habit et presque rien qu'ils peuvent emporter. Bientôt, des centaines de milliers de Belges, de Français du Nord, du Pas-de-Calais et de Picardie sont jetés sur les routes, terrorisés. Leur détresse est immense. Mais ceux qui n'ont pas fui vivront l'enfer de l'occupation allemande. Les réfugiés marchent au hasard, débarquent dans les villes, ne sachant pas où dormir, désemparés. Rien ne semble avoir été prévu pour les accueillir. Les autorités sont démunies. Ils convergent vers la capitale. On les entasse dans le cirque d'hiver, le cinéma Raspail, des salles de spectacle, des lycées. Mais nombre d'entre eux bivouaquent comme ils peuvent, devant les gares, en attendant d'être évacués vers l'intérieur du pays. « 31 août. Les Allemands sont à Amiens. Paris est menacé. À Lyon, la même petite Louise que la paix ennuyée s'affole. Tout est perdu. Dans 5 jours, ils seront à Paris. Pauvre France. Preuve que la situation sur le front se dégrade. Le général Joffre demande au gouvernement de quitter Paris, pour Bordeaux. On déménage les œuvres du Louvre. Et on déplace le nerf de la guerre, l'or.
qui est abrité dans plusieurs villes à l'arrière. À Mende, Émile Joly en reçoit une partie. Ce trésor, qui provient de l'encaisse métallique existant à Paris, arriva à Mende par un train ordinaire et fut transporté à la banque au moyen de 14 charrettes que j'avais réquisitionnées. Bientôt, ce sont les Parisiens qui s'enfuient, à l'approche de l'armée allemande. Dans les gares, c'est la cohue. On prend un billet pour n'importe où, pourvu que ce soit le plus loin possible. Tous les Français ont les yeux tournés vers la Marne, où se joue le sort de la capitale. Le 9 septembre, l'ennemi est stoppé. C'est un immense soulagement pour la population. Mais les Allemands cessent vite de reculer et le front se fixe à 120 km de la capitale. Le rêve d'une victoire éclair s'effondre. Au même moment, à l'arrière, on voit arriver les premiers convois de blessés. Rien n'est prévu pour les accueillir et surtout les soigner. Les Français prennent alors conscience que la guerre sera longue et meurtrière. La stupeur fait place à l'effroi. Hélène, la femme d'Abel Ferry, part chercher son frère blessé. J'ai vu la guerre de près. J'ai vu ses ravages, ses horreurs. J'ai senti son odeur de chair pourrie. J'ai vu les routes fauchées, les munitions abandonnées, les cadavres oubliés. C'est monstrueux, c'est horrible, c'est beau. À Montauban, l'arrivée des blessés a provoqué un immense découragement au sein de la population. Au point que le préfet doit faire afficher dans la ville un appel à l'union et au courage. À Lyon, Louise Veil, dont le père est médecin, est aux premières loges de ces spectacles déchirants. Ce matin, je ne suis pas allée au lycée, mais à la gare des Brotteaux, où mon père recevait les grands blessés. Une jeune fille a fait une crise de nerfs. Elle a reconnu son frère disparu depuis 2 mois, dont on était sans nouvelles et que l'on considérait comme mort. Face à l'incurie des militaires, les Français s'organisent comme ils peuvent. À l'intérieur du pays, on réquisitionne tous les locaux que l'on peut trouver. « 18 000 médecins sont mobilisés. « 70 000 femmes bénévoles rejoignent le rang des infirmières. Comme Hélène, la femme d'Abel Ferry, qui est au front. Je suis sans nouvelles de toi. J'ai beau occuper mon temps à l'hôpital de Saumur, où j'ai maintenant la responsabilité d'une salle de 70 blessés, je ne puis pas distraire ma pensée de ma constante inquiétude.
Pour les femmes et les jeunes filles de bonne famille, s'engager est bien vu. C'est même un devoir pour montrer que l'on est une bonne Française. Entre les infirmières salariées issues de milieux modestes et les bénévoles venus de la bourgeoisie ou de la noblesse, les relations ne sont pas toujours au beau fixe. Dans certains hôpitaux, on demande aux anges blancs de ne jamais écrire à un soldat, ni même de se faire photographier au milieu des hommes. Mais ces recommandations ne sont pas toujours suivies. Si l'on surveille étroitement les infirmières, on peine en revanche à prendre en charge efficacement les blessés. Quand L'Homme libre, le journal du sénateur Clémenceau, dévoile que nombre de blessés sont évacués dans des wagons souillés par des excréments de chevaux, l'opinion publique est écœurée. Le gouvernement réagit, prétend que Clémenceau a diffusé de fausses rumeurs. Son journal est frappé par la censure. Puis il reparaît sous un titre frondeur, L'Homme enchaîné. Cette censure est aussi devenue la hantise d'Abel Ferry. Les généraux mangent du civil, ils sont dans toute la France les maîtres. Les parlementaires sont brimés. Le cléricalisme s'habille en militaire pour mieux partir en guerre contre la République. Tous deux décidés à reprendre le pouvoir aux militaires, Clémenceau et Ferry devraient être alliés, mais l'histoire familiale l'interdit. Georges Clémenceau a été l'adversaire politique de Jules Ferry, l'oncle d'Abel. Ce dernier a grandi dans la méfiance de celui que l'on nomme le Tigre. À la Noël, la guerre paraît figée. Triste fête familiale, sans les pères, les fils, les maris. Le maire de Mende, Émile Joly, reçoit une lettre d'un habitant lui reprochant d'être peu au courant des massacres de vies humaines. Il en maudit l'auteur. Ce répugnant personnage, les électeurs ayant sa mentalité sont rares. Ce n'est pas du mépris qu'ils inspirent, c'est du dégoût. Le rédacteur de cette lettre n'est sûrement pas Mandois, ni Lozérien. Entre la propagande et la censure, Émile Joly ignore tout, ou presque, de la guerre des tranchées. Ce n'est pas le cas des parlementaires, avertis par les soldats de l'incurie du haut commandement. En janvier 1915, les députés reviennent siéger à Paris, bien décidés à reprendre le pouvoir aux militaires. Alternant les séjours au front et les séances à la Chambre, Abel Ferry est bien placé pour critiquer l'impréparation du commandement. Les militaires avaient préparé le pays pour une guerre éclair. Abel Ferry et ses collègues veulent l'organiser dans la durée, à l'arrière. Les civils devront faire preuve de résolution. La première chose à faire est de remplacer à l'arrière les hommes qui manquent. Le gouvernement fait alors revenir du front les ouvriers spécialisés dont l'industrie a besoin, qu'on appellera affectés spéciaux et surtout, fait appel aux femmes. 430 000 d'entre elles sont recrutées rien que pour l'industrie d'armement.
Émile Joly s'en félicite. Les femmes de Mende sont parties pour les usines de Saint-Médard-en-Jalles, où elles sont employées à la fabrication des poudres. C'est une petite révolution, car avant la guerre, l'ouvrière en usine n'a pas bonne presse. Les conservateurs estiment que les femmes doivent rester au foyer. Quant aux syndicalistes, ils considèrent qu'elles représentent une concurrence déloyale pour les ouvriers, car elles sont payées 2 fois moins cher. Dans les campagnes aussi, les femmes relèvent leurs manches. En Beauce, le paysan Ephraim Grenadou assiste à une démonstration de solidarité collective. Toutes les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde était à la moisson. Dans le Jura, Félicie Bougot assume des tâches auxquelles elle n'est pas accoutumée. Lundi, nous avons sarclé les pommes de terre. Bonne équipe. N'ayant pu trouver d'ouvriers, mes 3 sœurs sont venues en voiture avec Pucet et j'avais demandé les 2 petites Fodo pour nous aider. À distance, son mari Hippolyte la soutient comme il peut. Quant au fumier à enlever, fais bien attention de ne pas trop forcer. Et au besoin, range le plus large pour avoir à le monter moins haut. J'ai toute confiance en toi. Et te le répète encore, faites pour le mieux. Tout ce que vous ferez sera bien fait. Les femmes ne suffisent pas à remplacer les absents. Alors on fait aussi appel aux travailleurs étrangers, italiens et espagnols, qui vivaient sur le territoire avant la guerre. Et comme cela ne suffit toujours pas, la France puise dans les réserves de son empire colonial. Des centaines de milliers d'hommes sont recrutés pour participer à l'effort de guerre. Ce qui fascine les Français sont les 130 000 tirailleurs sénégalais que l'on voit dans de nombreux films. Les Indochinois, jugés trop frêles, sont employés dans les usines. Partageant le même travail dans l'usine ou au champ, des liens d'amitié se nouent. Des histoires d'amour aussi, entre Françaises et coloniaux. Pour contrôler ces sujets de l'Empire, on institue pour la première fois une carte d'identité pour les étrangers de plus de 15 ans. Les députés ne doivent pas seulement faire face à la pénurie de bras. La guerre est aussi une question de moyens. Les 850 000 chevaux qui ont été réquisitionnés dans les premiers mois du conflit ne suffisent plus. Et les plans de réquisition se multiplient pour alimenter l'armée, s'en prenant aussi au bétail. La guerre est un Moloch qui dévore les ressources du pays. Les paysans, comme Félicie Bougot, sont les premiers touchés par ces réquisitions. Ce soir, à 5 heures, la réquisition de bétail est passée ici et pris la génisse de 2 ans. On doit la conduire demain matin à chemin. Elles sont payées autour de 40 francs le 100, mais c'est un peu suivant la qualité. Je te dirai ce qu'elle a fait comme argent. On doit importer en grand nombre, par grands troupeaux, venus du Canada, des États-Unis, d'Argentine ou d'ailleurs. Dans les ports de l'Atlantique, des bêtes affolées après de longs voyages débarquent. Des animaux à parquer et à dresser. Dans les campagnes, il ne reste plus que de vieilles rocinantes. Et encore. L'image des femmes de France tirant la charrue est si chargée d'émotions qu'elle sera reprise par la propagande américaine. Les États-Unis incitent leurs citoyens à consommer moins de blé, afin de favoriser les exportations vers la nation courage.
Alors qu'au printemps 1915, les soldats alliés font connaissance avec les gaz asphyxiants. À l'arrière, on étouffe aussi, mais dans l'inquiétude et l'attente des absents. Le facteur est guetté avec anxiété. Une lettre, c'est une preuve de vie. Tant qu'on en reçoit, tout va bien. Le courrier est nécessaire pour le moral des Français. Sans compter les preuves d'amour en bocaux, en conserve, saucissons, chandails et chaussettes. Les soldats parlent peu de leur cafard et de leur misère. Au contraire, ils rassurent leurs familles, affirmant tenir un secteur pépère, où les boches se tiennent tranquilles. Nous rédigeons pour l'arrière une correspondance pleine de mensonges, reconnaît le soldat Gabriel Chevalier. Nous leur racontons leur guerre, celle qui leur donnera satisfaction, et nous gardons la nôtre, secrète. La séparation fait souvent découvrir aux époux le langage de la correspondance amoureuse. Ainsi, Hélène Ferry peut écrire à son Abel. Je suis amoureuse. Amoureuse à la folie. N'ayant plus d'autre pensée que mon chéri. Oui, amoureuse à en rire ou à en pleurer. L'homme que j'aime est tout pour moi. Je ne vis que pour lui. Qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, je suis à lui. Rien qu'à lui. Pour toujours. Si la correspondance des Ferry est passionnée, celle de Gabriel Constant et son mari, un couple de commerçants jurassiens, va beaucoup plus loin. Peu à peu, avec la frustration sexuelle, la conversation devient érotique. Écris-moi ce que tu éprouves. Ne me cache rien, mon grand chéri. Écrit l'épouse, qui l'incite à lui faire part de ses fantasmes. Je suis très heureuse de savoir que mes lettres te font grandement jouir. Je voudrais qu'en les lisant, ton jet parte tout seul. Hier, elle lui a dressé des images religieuses. Aujourd'hui, elle glisse dans l'enveloppe quelques-uns de ses poils pubiens. Ce que Lulu doit être gonflé et pointu, car la pesanteur du liquide doit le tirer vers le bas. Est-ce que ce lourd machin ne te gêne pas dans la marche ? Et pour le couple Bougot, plus pudique, ce n'est pas la sexualité, mais l'avenir des enfants qui tient l'idée de la mort à distance. Je t'ai écrit l'autre jour pour te donner mon avis sur les noms à donner à notre futur bébé. Mais je ne veux pas obliger ta volonté. Et tu feras comme tu l'entends, si mon goût n'est pas le tien. Félicie accouche seule. Et c'est encore par le courrier qu'Hippolyte apprend la nouvelle. 2 mots pour te dire que ça va bien et que je suis heureuse de t'avoir donné un garçon. Il est très gentil et je regrette que tu ne sois pas auprès de moi pour contempler sa bonne figure. Entre les pères absents et leurs enfants, une correspondance s'engage, où la gravité perce souvent sous l'apparente naïveté. Mon cher papa, je te remercie de travailler pour moi et de faire de longs voyages. Je serai très sage pour te montrer que je t'aime. Pour ces enfants qui grandissent loin de leur père,
la nation a un programme. Il s'agit de les enrôler dans l'élan national. En montant au front, les pères leur ont demandé d'être sages, d'écouter leur mère, de bien travailler à l'école. Pour les petits, l'idée de la guerre est omniprésente. L'école s'est transformée en un lieu d'apprentissage de la haine de l'ennemi. En dictée, on copie des discours du président Poincaré. En conjugaison, on décline à tous les temps « souscrire à l'emprunt ». En arithmétique, enfin, fini les problèmes de robinet qui fuit. Place au canon de 75 qui tire tant d'obus à l'heure. Le comble du ridicule est atteint avec cet exercice, l'addition des punitions données par un instituteur allemand durant sa carrière. 911 527 coups de bâton, 136 715 gifles, 20 980 coups de règle. Les Allemands sont décidément bien méchants. Pour soutenir le moral des soldats isolés, la pratique des marraines de guerre se répand. Des femmes et des jeunes filles sont sollicitées pour entretenir ces liens entre l'arrière et le front. Elles sont considérées alors comme une mère, une sœur ou une fiancée de substitution. Louise Veil prend son rôle très au sérieux. J'ai reçu une lettre de François Jules, mon filleul. Il m'appelle Mademoiselle Louise et me remercie du mandat de 5 francs qu'il a reçu en revenant des tranchées. Mais il serait encore plus content de recevoir des lettres et de faire ma connaissance. Il est au dépôt et a changé de compagnie. Il ne peut rien dire car c'est défendu, mais ça va très bien pour nous. À l'approche de l'été 1915, l'absence continue de peser. Et bientôt les moissons vont reprendre. La plupart des soldats n'ont pas revu leur famille depuis 1 an. Les permissions sont accordées de manière arbitraire. Seuls les officiers bénéficient d'un régime spécial. Les soldats à l'avant, comme leurs familles à l'arrière, réclament l'égalité de traitement. À la Chambre, ce sont les députés mobilisés comme Abel Ferry qui mènent le combat pour le droit à la permission. Faites enfin que tous les chefs comprennent bien qu'ils ne commandent pas à des hommes faisant leur service militaire, mais à des hommes, des pères de famille pour la plupart, à des citoyens soldats, conscients de leurs devoirs, mais aussi de ce qu'on leur doit. Enfin, à la fin de l'année 1915, les soldats retournent chez eux en permission. Et si les généraux rechignent à appliquer les consignes, le pouvoir civil a gagné une manche. La permission. Oui, la permission est une fête. L'amour tous les soirs. Et le tour des amis, des parents. Les serrer dans les bras. Quelle joie. Malheureusement, elle ne se passe pas toujours comme on l'avait rêvé. La jeune Marie Laroche ne parvient pas à contenir sa stupeur à la vue de son Ernest. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas lui. Cet homme hirsute, avec le regard vague, cette capote entr'ouverte, sale,
taché, ses moletières défaites, ses souliers boueux. On le regardait comme un être sorti d'un autre univers. Ces permissions constituent une des rares occasions où Français de l'arrière et du front se côtoient, se rencontrent et parfois se confrontent. Louise Veil, par exemple, est bien loin de l'image d'Épinal de la marraine de guerre. Son poilu n'est pas le prince charmant. François Jules, mon filleul de guerre, est arrivé ce matin en permission. Il est bien gentil, mais il est de la campagne et il se débrouille mal en ville. Le soir, nous l'avons mené au Royal Cinéma où il y a 2 entr'actes et il a trouvé que c'était des voleurs, qu'il y avait trop de rabiaux. Ce soir, il m'a dit « Pourquoi c'est-il que vous apprenez le latin? C'est-il pour devenir enfant de chœur ?» Il amuse beaucoup mon père. De retour au front, les poilus sont amers. La permission est passée trop vite. Le cafard emporte le soldat à l'avant et sa femme à l'arrière. Le soldat revient avec une colère à l'égard de l'arrière. Pour lui, il y a 2 France. Celle qui souffre et celle qui ne s'en fait pas. Qui fait la vie. Qui vante le sacrifice tant que ce n'est pas le sien. En passant par les villes, il a vu des terrasses de café noires de monde, des restaurants bondés. Il a croisé 2 jeunes embusqués. Ces types, bien habillés, qui ne risquent pas de se prendre un prenou un de ces 4 matins. Ces ouvriers mobilisés dans les usines planquées, qu'on appelle affectés spéciaux. Ou bien encore, ces officiers d'état-major impeccables, qui n'ont jamais vu une tranchée. Les poilus les surnomment « viande de conserve », parce qu'elle ne va pas au feu. L'arrière aussi n'est pas en reste. Et à Paris, le mécontentement gagne les familles des soldats mobilisés qui refusent de payer leur loyer et s'en prennent aux propriétaires. Le député du 19e arrondissement rapporte à ses collègues. Des femmes de mobilisés ont déclaré que leur mari, leur fils ou leur frère qui étaient sur le front faisaient plus que payer leur loyer en défendant le pays et les biens des propriétaires. Partout, les Français expriment leur ressentiment. J'ai causé avec 2 soldats permissionnaires. Ils m'ont dit, après la guerre, on réglera leur compte. On bourrera le crâne à tous ces types qui nous envoient à la boucherie. Que penser d'un pareil état d'âme? « 1916. La France rentre dans sa 2e année de guerre. L'armée s'est enterrée et ses besoins sont considérables. Il faut nourrir chaque jour plus de 4 millions de soldats. Les commissions de réquisition parcourent les campagnes et achètent toutes les denrées agricoles. À Mende, au marché de printemps, Émile Joly le constate. La commission régionale du ravitaillement de l'armée tournait à plein et a acheté un certain nombre de bêtes à cornes. Le prix des denrées augmente sans cesse, ainsi que le prix de toute espèce de choses. Les campagnes s'enrichissent. Ces réquisitions par l'armée du bétail, des récoltes et du vin font monter les prix et permettent aux agriculteurs, ou plutôt aux agricultrices, de se libérer de leurs dettes. En réalité, les paysans ne font que timidement rattraper le niveau de vie des villes. Ce ne sont pas eux, mais les spéculateurs, qui profitent le plus de l'inflation galopante. Les besoins en vin de l'armée sont colossaux. Chaque soldat en consomme plusieurs litres. Un pinard souvent coupé à l'eau par les spéculateurs.
Les poilus s'en plaignent. Si le Christ a changé l'eau en vin, l'armée a changé le vin en eau. Dans le Midi, sur les volumes achetés et vendus, se bâtissent de belles fortunes. En dépit de leur enrichissement accéléré, les négociants en vin font pâle figure au regard des industriels. Car les grands gagnants du marché de la guerre sont avant tout les fabricants d'armes. Pour répondre aux besoins de la défense nationale, tout le monde s'y met. Armand Peugeot construit des moteurs d'avion. Louis Loucher, spécialisé dans l'électricité, se met à fabriquer des obus. Louis Renault produit des chars. L'orfèvre Christophe se reconvertit dans la fabrication de balles. Et André Citroën construit une gigantesque usine, quai de Javel. Elle produisait 2000 obus par jour lors de son inauguration en juin 1915. Mais 50 000, 2 ans plus tard. Le taylorisme, à peu près inconnu en France, fait son apparition. Il s'agit de produire vite, sur des chaînes de montage, de répéter les mêmes gestes avec un minimum de formation et un maximum de rapidité. Dans les usines d'armement, les conditions de travail sont épouvantables. Cadence infernale. 10 à 14 heures de travail quotidien. Un repos hebdomadaire aléatoire, parce que les poilus ne connaissent pas le dimanche. Des contremaîtres plus entreprenants, depuis que les maris sont au front. Des accidents du travail. J'ai l'impression de vivre en enfer, se plaint une ouvrière. La journaliste Marcel Capy, qui s'est engagée dans les usines Renault pour les besoins d'un reportage, raconte. L'ouvrière saisit l'obus, le porte sur l'appareil dont elle soulève la partie supérieure. Chaque obus pèse 7 kilos. En temps de production normale, 2500 obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit soulever 2 fois chaque engin, elle soupèse en un jour 35 000 kilos. Ma voisine travaille depuis 1 an. 900 000 obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée fraîche et forte à l'usine, elle a perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une mince fillette épuisée. Il y a pire. Les femmes, travaillant dans les poudreries au contact de l'acide picrique, deviennent jaunes en l'espace de quelques jours. On les appelle les canaries. À Vincennes, dans les établissements pâtés, celles qui travaillent à la confection des masques à gaz imprégnés de nickel développent des maladies de peau. Et il n'y a dans cette usine qu'un seul robinet pour 120 ouvrières. La pire catastrophe industrielle de la guerre a lieu en Charente, à La Palisse, le 1er mai 1916. Ce jour-là, l'usine Vendier et Després, qui produit de la mélinite, disparaît, avec 177 de ses ouvriers. Seule une cinquantaine de corps seront identifiés. De cette catastrophe, les Français ne savent rien. La censure veille. Et puis qu'est-ce que la mort de 177 ouvriers quand il tombe des dizaines de milliers d'hommes à Verdun?
Portant la culpabilité de n'être pas au front, les Français de l'arrière sont sollicités du côté du porte-monnaie. La guerre coûte cher, bien plus cher que prévu. Car ces obus, ces chars, il faut les payer. Il faut financer également les denrées réquisitionnées, les soldes des hommes mobilisés. L'État français avait bien des réserves, mais pour une guerre courte. À présent, les caisses sont vides. Comme le gouvernement ne souhaite pas écraser les citoyens sous les impôts, il faut recourir à l'emprunt. Un par an, à coups de propagande patriotique. L'or combat pour la victoire. Hâtez la victoire en souscrivant à l'emprunt. Un déluge d'affiches recouvre les murs de France. Et pour que personne n'échappe à ce grand racolage, le cinéma est lui aussi mobilisé avec cette fiction intitulée « Le mouchoir », où un soldat blessé ne parvient pas à se souvenir pourquoi il a noué son mouchoir autour de son doigt. Mais que ne doit-il surtout pas oublier? Ah, oui, ça y est, ça lui revient. Il doit d'urgence rappeler à sa femme qu'elle doit souscrire à l'emprunt. Un poilu crève l'écran pour culpabiliser le spectateur. Et vous, à l'arrière, avez-vous fait votre devoir? Avec 5% d'intérêt, les bons de la défense nationale sont aussi une excellente affaire. L'or qui se cachait encore à domicile afflue dans les banques pour ne pas rater ce placement d'exception. Et puis comment refuser de verser son argent, alors que cela fait 2 ans que les poilus versent leur sang, que dans toutes les familles, on pleure un mort. Notre pauvre Joseph Louis est mort. Pauvre frère. Le sentir tué dans les tranchées, si loin de nous, et sans que nous puissions le voir, quelle tristesse. Mon cher Bougot, prie pour lui, prie pour nous, et reçois les meilleurs baisers de ta femme qui t'aime. Rares sont ceux qui n'ont pas un fils, un père, un cousin, un voisin, qui n'a pas disparu dans cette année terrible. Entre février et décembre 1916, Verdun emporte près de 380 000 soldats français. La mer des batailles fait une si forte impression sur l'opinion qu'en juin, les députés s'en prennent ouvertement au commandement qui fait si peu de cas de la vie des hommes. Pour Abel Ferry, il faut que cela cesse. Les parlementaires ne doivent plus tolérer l'incompétence criminelle des généraux. Il n'y avait pas de seconde position organisée devant Verdun, et cela nous coûte depuis 3 mois la mort de dizaines de milliers de sublimes soldats. Voilà pourquoi nous vous avons demandé de vous réunir aujourd'hui en séance secrète, pour régler définitivement les rapports du gouvernement et du haut commandement. Allez dire aux 60 divisions et aux 600 000 fantassins qui ont passé depuis 3 mois dans les tranchées sans abri de Verdun, aux millions d'hommes de toute l'armée qui ont passé sur le front, que vous avez su et que vous n'avez pas agi. C'est à la suite de cette séance que la Chambre obtient pour la première fois un droit de regard sur la conduite de la guerre. Abel Ferry devient aussitôt un de ses contrôleurs officiels. À la fin de l'année 1916, le bilan est terrible. On compte plus d'1 million de morts. Devant cette hécatombe, la détermination fléchit.
Le sacrifice a-t-il encore un sens? Bientôt, la lassitude se transforme en rancœur. Alors qu'au début de la guerre, Félicie Bougot trouvait normal de se sacrifier pour sa patrie. Comme beaucoup de Françaises, elle se décourage et écrit à Hippolyte. 5 années écoulées depuis hier, du jour de notre mariage. Et tu peux croire que j'y ai pensé. J'aurais voulu que tu sois près de nous en cet anniversaire. C'est malheureux tout de même qu'en 5 années de mariage, il y en ait eu plus de la moitié de séparation. Et cela quand l'affection est si profonde de chaque côté. Quand donc pourrons-nous nous retrouver ensemble pour ne plus nous quitter et vivre tranquillement de la vie si douce de la famille ? La société française se délite. On s'en prend aux bourgeois, aux capitalistes. On réactive le thème du gros qui en profite et du petit qui en meurt. Si la guerre dure, c'est qu'il y en a qui en profitent. Nous faisons la guerre pour les riches, mais qu'ils y viennent voir au moins les salauds. Tous ces gros qui nous prêchent le patriotisme. Car la guerre est une bonne affaire. De 1914 à 1918, le chiffre d'affaires de Renault a été multiplié par 4. Les usines d'obus Citroën dégagent des marges bénéficiaires de 40%. L'argent de l'État coule à flot dans les poches des grands patrons. La France redécouvre qu'elle est une société de classe. Il y a des nantis et des gens de peu, des maîtres et des domestiques. Ces grands profiteurs, ces bourgeois à cigares et à haute forme, personne ne les voit. Ce que les petits critiquent, c'est la voisine qui se paie des bas de soie. C'est l'ouvrière qui s'achète des bottines à la mode. C'est le commerçant qui monte ses prix. Mensonge, frustration, vieille querelle. On cherche des boucs émissaires. À Mende, comme dans tout le reste du pays, on dénonce les nouvelles tenues féminines qui font scandale. A reparu dans nos rues le scandale du décolletage, du déshabillé le plus immoral. Femmes chrétiennes, jeunes filles pieuses, résolument résister fièrement à toutes les entreprises de cette déshonorante tyrannie de la mode. Derrière la supposée frivolité des femmes, se profile une autre question qui taraude les soldats. L'angoisse de l'adultère plane sur le front. Pendant qu'ils sont là, coincés dans cette mélasse, que font leurs femmes à l'arrière? Il y a tellement d'embusqués à l'arrière, tellement d'alliés, d'Anglais, d'Écossais, et maintenant de beaux Américains, si riches, si chics, qu'il y a de quoi se faire du mouron. L'adultère est fantasmatique, mais la peur est bien réelle. Il arrive que des maris, trop jaloux, commettent l'irréparable. Henri Touzeau, blessé et croix de guerre, a tué sa femme en 1916. Aux assises, son avocat le défend ainsi. Si dans une heure d'égarement et de colère,
Cet homme s'est laissé aller à un geste blâmable. La patrie, reconnaissante, n'en doit pas moins témoigner au héros l'indulgence la plus complète, qui n'est alors qu'une forme de justice. L'assassin est acquitté. C'est lui la victime. Et c'est la morte qui est coupable. Ces récriminations traduisent une grande peur, que les femmes empruntent aux hommes non seulement leur tenue et leurs mœurs, mais aussi leur autonomie. Car pour la première fois, les femmes s'émancipent. Un homme s'indigne. Je me marre quand je vois des femmes qui conduisent. Et pourquoi pas des femmes députées? Il n'y a pas que les femmes qui s'affranchissent de la tutelle des hommes. Au fur et à mesure que la guerre se prolonge, la délinquance juvénile augmente. Des bandes de jeunes, de 14 à 20 ans, sèment la terreur dans les villes. Ils s'appellent les As de pique, à Rennes. Les Z, à Troyes. Les Serpents rouges, à Châteauroux. Les Cartouches, à Nancy. Ils se sont donné des surnoms tout droit tirés de romans policiers et des films criminels qu'ils affectionnent. Les mystères de New York. Judex. Fantomas. Les autorités prennent peur. La préfecture de police intervient pour interdire Vampire, le film de Louis Feuillade, où les forces du mal ridiculisent celles de la police. Quand les pères sont absents, les fils font des bêtises. L'hiver 17 est le plus froid de la guerre. Une jeune bourgeoise, comme Louise Veil, découvre ce que c'est que de souffrir du froid. Il y a du feu jour et nuit dans la grille de ma chambre, mais elle est tellement froide que ce matin, on a trouvé mes poissons rouges gelés dans un bloc de glace, dans la coupe de Madame de la Roche, qui, heureusement, n'était pas cassée, mais les poissons étaient morts. Partout, c'est la même plainte, rapportait Émile Joly. Nous sommes sans charbon, le froid est toujours très vif. La neige tombe depuis hier. J'ai causé avec quelques poilus permissionnaires. La campagne d'hiver, dans la neige, sous la pluie, dans la boue et la vermine, fait d'eux des révoltés. On les plaint, mais on n'a pas le courage de les contredire. Les Français ont froid. Bientôt, ils vont avoir faim. Place au système D. La main-d'œuvre scolaire est mobilisée. On plante des pommes de terre dans les jardins publics. On transforme les gazons des lycées en potagers. Des bataillons de boy scouts sont rassemblés pour aller défricher les terrains vagues autour de Paris. Terminer les parterres de fleurs du jardin du Luxembourg. Les haricots, les carottes et les pommes de terre les remplacent avantageusement. Même les hôpitaux s'y mettent. Le centre neurologique de Montpellier fait travailler ses malades les plus valides dans sa ferme. Pour éviter que la pénurie ne frappe les plus modestes, les pouvoirs publics réagissent. Les Français subissent le rationnement du sucre et du pain à partir de 1917. Les enfants ont droit à 100 grammes de pain par jour et 300 grammes pour les adultes.
Les pâtisseries ferment les unes après les autres. Sans sucre, sans œufs et sans beurre, il n'est pas facile de faire des gâteaux. Quant à la viande, on en limite la vente en fermant autoritairement les boucheries 3 jours par semaine. Bientôt, les frustrations explosent dans un mouvement de grève qui submerge le pays. Et ce sont les femmes, les plus touchées par la dureté du travail, qui vont se rebeller en premier. Le général Joffre disait au début de la guerre, « Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre. » Les ouvrières alimentent le Moloch. C'est dans le milieu de la couture, chez les midinettes, que débute le mouvement. À Lyon, traditionnellement ville de textile, elles manifestent dans la rue. Louise Veil, alors adolescente, est fascinée. Hier après-midi, je suis sortie avec maman et rue de la Paix, il y avait une quantité formidable de sergents de ville. 5 minutes plus tard, nous avons vu une trentaine d'ouvrières qui allaient je ne sais pas où. Il paraît qu'elles ont traversé les boulevards jusqu'à la Bourse du Travail et qu'elles étaient plus de 1000. Les grèves de midinettes font sourire, mais quand les munitionnettes leur emboîtent le pas, les autorités s'effraient. Elles sont soutenues par la population. Nous voulons nos 1 franc, est leur slogan. La colère est contagieuse, et des revendications salariales et sociales s'étendent à la guerre elle-même. Rendez-nous nos maris, à bas la guerre. Le gouvernement réagit et fait pression sur les patrons pour qu'ils acceptent la hausse des salaires. C'est à ce prix que la paix sociale est restaurée. Mais l'unité des classes face à la guerre a volé en éclats. Sur le front, la situation devient intenable. En avril, le général Nivelle, devenu général en chef, lance la grande offensive du chemin des Dames. L'offensive est un échec. Des mutineries éclatent. Abel Ferry, délégué par le Parlement en tournée d'inspection, est confronté à la colère des soldats. Dans son rapport, il écrit « Un groupe d'une centaine de fantassins nous entoura. Ce ne fut pas violent, ce ne fut pas mouvementé, ce n'en fut que plus impressionnant. Les regards étaient durs, presque haineux. Quand ferez-vous finir la guerre? Que restera-t-il de la France? L'honneur, on s'en fout d'être boche. La paix, la paix. » C'est dans ce contexte de crise politique et sociale que la vie d'Émile Joly vole en éclats. Mon fils, Joly Paul, sous-lieutenant au 133e régiment d'infanterie, est mort. Nous n'avions qu'un enfant. Il était toute notre joie, tout notre espoir. La patrie nous l'a pris. Nous ne nous consolerons jamais. Nous ne voulons pas être consolés. Paul Joly, lui aussi, est tombé sans gloire dans une offensive inutile. Oh mon Paul, les Allemands t'ont tué, mais c'est l'erreur de tes chefs qui t'a envoyé à la mort. Et cependant, il faut que je me taise. Autrement, tous les pères se dresseraient pour demander compte du sang de leurs enfants. Les pires révoltes seraient à craindre,
le plus fatal découragement serait à redouter. Cette histoire, celle de la lettre tragique qui contient une terrible nouvelle, c'est celle de millions de Français. Mademoiselle, sous ce pli, je vous retourne la lettre adressée par vous à Monsieur François Jules, car le pauvre, parti en patrouille dans la nuit du 8 au 9, n'est pas reparu, et tous ses camarades le présument prisonnier. Je vous prierai, mademoiselle, de vouloir bien garder le silence de cette triste nouvelle jusqu'à ce que ses parents soient prévenus officiellement. La propagande affirme qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut être fier du sacrifice au nom de la patrie. Mais il y a des mères et des épouses pour se révolter. Je m'en fous de la victoire. Je m'en fous des médailles. Ce que je voulais, c'est qu'ils reviennent. Abel Ferry exprime sa colère. La France est lasse d'héroïsme. Plus d'1 million d'hommes se sont fait tuer. La sélection à rebours est accomplie. Restent les embusqués, les profiteurs, les vendus. Comme en 1793, la vraie France est aux armées. Celle de l'intérieur se roule dans la boue. Peut-être bientôt dans le sang. Les Français sont ébranlés. L'opinion est révoltée. Elle réclame un homme fort, un nouvel Hercule pour nettoyer les écuries d'Augias. Clémenceau, qui souffle sur les braises, finit par apparaître comme la seule solution. Le président de la République, Poincaré, se résigne à faire appel à lui pour former un nouveau gouvernement. Tout naturellement, ce dernier propose à Abel Ferry, son adversaire politique, d'entrer dans son cabinet. La scène fut émouvante. D'une voix brève, le vieux tigre me dit « Votre nom a déjà été communiqué aux journaux. C'est un coup de poignard dans le dos si vous refusez. Vous êtes plus près de moi que la plupart d'entre eux. Pour venir avec nous, il faut du courage. J'en ai autant que vous, répondis-je. Mais je vous servirai mieux du dehors. » Il est hors de question qu'un Ferry collabore avec un Clémenceau. Georges Clémenceau forme son gouvernement sans lui et va devant la Chambre prononcer un discours devenu célèbre. Je veux faire la guerre. Je veux la faire complète. Qu'est-ce que cela veut dire? Droit du front et devoir de l'arrière. Qu'aujourd'hui tout soit donc confondu. Que toute zone soit de l'armée. Ces silencieux soldats de l'usine, sourds aux suggestions mauvaises. Ces vieux paysans courbés sur leurs terres. Ces robustes femmes au labour. Ces enfants qui leur apportent l'aide d'une faiblesse grave. Voilà de nos poilus. De nos poilus qui, plus tard, songeant à la grande œuvre, pourront dire, comme ceux des tranchées, « J'en étais ». Le tigre a repris les manettes du pays. Mais arrivera-t-il à gagner cette guerre? Le pays dont il a hérité est exsangue et menacé par de nouvelles grèves dès le début de l'année 1918. Les censeurs qui ouvrent les courriers peuvent lire. On est en grève, à Paris et à bien des endroits. Hier, il y a eu du chambard un peu partout. Maintenant, d'ici quelques jours, ce sera général, dans toute la France, et c'est pour la fin de la guerre que cette grève a éclaté. On veut un armistice, et la paix ensuite. Pendant que les Français doutent, les Allemands attaquent. Le 21 mars 1918, le front est enfoncé sur toute sa longueur.
Et le cauchemar de 1914 se reproduit. L'armée allemande s'approche de Paris à toute vitesse. Abel Ferry, toujours en inspection sur les lignes, s'effraie tout autant de l'offensive allemande que de voir Hélène, enceinte de leur premier enfant, accoucher prématurément. Ce combat, tu te dois toi-même de le livrer victorieusement. Mets ton honneur, ma pauvre bien-aimée, à ce que ton bébé ne vienne pas un jour plus tôt, à ce qu'il ne connaisse rien des angoisses extérieures. Je ne te cache rien. Il y a 2 chances sur 10 pour que Paris soit pris. Il y a 8 chances sur 10 pour qu'il soit arrêté aux portes de la capitale. Le 29 mars, l'église de Saint-Gervais à Paris est bombardée en plein office par un canon longue portée, la Grosse Bertha, qui fait plusieurs dizaines de morts. Et une nouvelle fois, les Parisiens s'enfuient. Mais en juin, les Allemands sont stoppés. Le 18 juillet, les Français passent à l'offensive et l'ennemi est contraint de reculer. Ce qui permet à Louise de reprendre ses naïfs commentaires de stratège en herbe. Nous avons pris l'offensive hier, 18 juillet. Pour une fois, nous avons bien choisi. Le temps est merveilleux. Ce que l'adolescente ignore, comme tous les Français, c'est que les Allemands sont encore plus épuisés qu'eux. Ces femmes et ces hommes à l'arrière sont au bout du rouleau. Plus assez de pain, de fer, de soldats, d'ouvriers, d'argent. L'Allemagne est ruinée. Depuis août, ces soldats se rendent par dizaines de milliers. Abel Ferry n'a que peu de temps pour se réjouir de la victoire qui s'annonce. Lors d'une mission d'inspection, il est touché par un éclat d'obus et agonise durant plusieurs jours. Georges Clemenceau lui remet la Légion d'honneur en personne, avant qu'il ne succombe. Selon le témoignage d'Hélène, Abel aurait pardonné au chef d'État par ces mots. Vous avez sauvé mon pays. Je veux vous en remercier. Vous saviez que je vous étais dévoué corps et âme? J'étais entré en politique pour me venger de vous. Maintenant, je suis bien vengé. Abel Ferry meurt le 15 septembre 1918. Moins de 3 mois après la naissance de sa fille Frénette, ainsi nommée d'après la bataille de Fresnes-sur-Veuvre, à laquelle il avait participé en 1915. Le 17 octobre, l'île est reprise aux Allemands. Toute la population est descendue dans la rue, sur la Grand Place. Libérée. On passerait la soirée à boire de la bière et à manger si l'on pouvait. Mais les Allemands ont coupé les vergers, inondé les puits de mines, démonté les usines, emporté le bétail. Et l'on découvre la grandeur de ces civils qui ont résisté comme ils ont pu. Et l'on découvre leur souffrance. Le travail forcé au bénéfice de l'occupant, les amendes, les réquisitions, la faim. À la libération, c'est l'armée elle-même qui est contrainte de ravitailler les civils.
Le 11 novembre, l'armistice éclate comme a éclaté la guerre. Par surprise. Tout le monde est fou. Nous avons immédiatement mis des drapeaux partout, français, anglais, américains. À 4 heures, c'était du délire dans les rues. On portait les Américains en triomphe, qui parfois devaient monter après les réverbères pour ne pas étouffer. Les poilus embrassaient les femmes et les jeunes filles. C'était splendide. La population s'est répandue dans les rues pour manifester sa joie. Comme par enchantement, presque toutes les maisons et les édifices publics ont été pavoisés. Dans les campagnes, on est bien loin de l'exubérance des villes. On se signe, on pleure, on va offrir un cierge à l'église. Cette France victorieuse est en réalité un pays en deuil, écrasé par le poids des 1 500 000 morts. La guerre est finie, et les hommes reviennent à l'arrière. Après tant d'épreuves, ces soldats ne rêvent que d'un bonheur tranquille. Les bras de leurs femmes, de leurs parents, et les petites menottes de leurs enfants. Hippolyte est rentré, il a repris sa place au foyer. Mais sa place n'est plus tout à fait la même. Comme au front, il prendra la vie de Félicie pour diriger la ferme. Ensemble, ils auront 6 enfants. Ceux qui sont revenus vivants ne sont pas revenus indemnes pour autant. Ils devront réapprendre à vivre. Vivre avec un bras ou une jambe en moins. Vivre avec des blessures, physiques, psychiques. Les poumons brûlés par le gaz. Ou la vue perdue à jamais. Vivre avec une gueule cassée et porter l'horreur de la guerre sur son visage. Mais le trauma n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants. La guerre a fait 600 000 veuves et 800 000 orphelins. Un enfant sur 12 n'a plus de père. Grandir sans père est une épreuve, mais vieillir sans fils en est une autre. Mon Paul, comme il est dur de te survivre. Sont-ils nombreux les jours qui nous restent à vivre? Avons-nous à errer longtemps encore dans la maison vide, où résonne l'écho de ta riante gaieté, de ta bruyante jeunesse, où tout est un souvenir de toi? Non, ils ne seront pas nombreux ces jours-là. Émile Joly meurt 1 mois seulement après l'armistice, à l'âge de 55 ans. Il a tenu lui aussi jusqu'à la victoire, pour être sûr que son fils n'est pas mort pour rien. Puis il a glissé, dévoré par le chagrin. La voilà la France triomphale. Un peuple
éploré, qui parcourt les cimetières du front, à la recherche des disparus. Un peuple prosterné, devant les monuments qui célèbrent la gloire et le souvenir des héros. L'arrière, lui, n'a pas droit au souvenir. Et pourtant, cette guerre, c'est la nation tout entière qui l'a menée. Voici le vrai visage de la victoire. Il s'appelait Fernand, Hélène, Antoinette, Abel, Félicie. L'armée des 100 grades, des obscurs, des anonymes qui a gagné la guerre. C'est elle, la France fière et cabossée, à jamais transformée.